Des histoires d'entreprises familiales à succès, on en entend parler régulièrement. Mon invité d'aujourd'hui fait partie de la troisième génération de propriétaires de Pizza Salvatore. Je reçois aujourd'hui Elisabeth Abatiello, vice-présidente aux communications et rayonnement et aussi copropriétaire de l'entreprise familiale. Avec elle, nous parlerons du modèle d'affaires de l'entreprise, du développement de marché et de l'expansion rapide de Pizza Salvatore. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Je vous souhaite la bienvenue à ce 15e balado TAD. Donc, bonjour Elisabeth, comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va bien, vous aussi? Oui, super bien. Je te remercie de prendre un moment là, pour parler d'une entreprise qui est nouvellement à Rimouski depuis, c'est quoi, Oui, mardi avant Noël. Euh, ouais, c'est ça. donc, c'est ça, mon intérêt là, de parler avec toi, là, c'était vraiment là, au niveau commercial, je dirais. On a un concept, on le développe, on choisit des localisations, on va en venir à ça un peu tantôt, mais avant, j'aimerais ça parler avec toi. Tu sais, Elisabeth, tu arrives de où? Tu sais, ton parcours scolaire, ton parcours dans l'entreprise, on s'entend que parcours d'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc tu es né Ouais. là-dedans. Donc, au niveau peut-être scolaire, professionnel, c'est quoi ton Ouais. pedigree avant d'aller? Ben, si je commence là, depuis qu'on est jeune, ben, Pizza Salvatore, c'est une entreprise familiale. Donc, on est 5 frères et sœurs. J'ai 3 frères plus vieux. Ma sœur Katharina et moi, on est 5. Puis depuis qu'on est jeune, on a toujours travaillé dans les cuisines des restaurants Salvatore. Donc, c'est ça au secondaire, au cégep aussi. Moi, j'ai commencé au cégep une technique en administration, là, un cégep à Québec en anglais qui était le programme business. Donc, j'ai fait la première année de cégep. Et à la fin de la première année, il fallait faire un stage en entreprise. Donc, pour moi, c'était naturel de faire le stage dans l'entreprise familiale, mais au centre de service. C'était un endroit que j'étais déjà allée plusieurs fois, mais j'avais jamais travaillé au centre de service. C'était tout le temps dans les restaurants, faire la livraison, la pizza, le service à la clientèle, s'assurer que chaque client soit bien servi. Donc, quand j'ai commencé mon stage à l'été, je suis rentrée, j'ai fait un peu de comptabilité, marketing. C'était pas une très grosse équipe. À ce moment-là, il y avait 12 restaurants. Donc, c'est ça. Et quand c'était le temps, je me suis inscrite au cégep pour la deuxième session. Et finalement, ça allait quand même bien. Puis mon père a dit, ben si tu veux, moi, je suis de la job pour toi à temps plein. Donc, je suis pas retournée à l'école. J'ai fini ma première année de cégep. J'ai pas terminé mon programme. C'est comme ça que j'ai intégré le centre de service. Donc, c'était une petite équipe. C'est une entreprise familiale. Donc, j'ai touché un peu à tout, la comptabilité, un peu plus le côté juridique avec les baux, les négociations des emplacements aussi des futurs locaux. Mais c'est vraiment dans le marketing que j'ai beaucoup plus trouvé ma voie, que j'ai aimé ça, puis que ça donnait quand même des bons résultats. Donc, j'ai intégré le centre de service, c'était quoi, peut-être en 2012. Et c'est ça, j'ai progressé comme ça. Ma sœur qui est plus jeune a suivi quelques années après, mais mes frères qui sont plus vieux, eux, étaient déjà franchisés Salvatore. Donc, ils avaient acheté des restaurants. Ils ont commencé par un. Après ça, un deuxième frère est arrivé, ils en ont acheté un deuxième, un troisième, ils se sont séparés. Puis à la fin, il y avait comme 8 restaurants ensemble, les trois, si je pense. Donc, quand les 5, on n'était plus aux études, on a vraiment intégré le centre de service. Mes frères ont lâché les opérations, ils ont vendu leur restaurant. Et c'est à ce moment-là, là, en 2018, on a racheté vraiment l'entreprise de nos parents. Donc, les 5 ensemble, on a racheté. Puis depuis 2018, là, ça fait longtemps qu'on est dans l'entreprise, mais c'est vraiment en 2018 là, qu'on a racheté l'entreprise. Est-ce que vous sentiez que c'était important de conserver là, ce bijou-là dans la famille? Ouais, ben c'est sûr que nous, depuis qu'on est jeunes, on a toujours travaillé dans l'entreprise. On a vu nos grands-parents, nos parents aussi se consacrer à l'entreprise familiale. Donc, pour nous, c'était vraiment naturel de vouloir reprendre l'entreprise pour assurer la stabilité, mais aussi la croissance de celle-ci. On a vu ce que notre père en a fait en rachetant le petit restaurant familial à Saint-Georges-de-Beauce, en campagne, puis il a viré ça en réseau de franchise de 13 restaurants, puis ça nous inspirait beaucoup. On a beaucoup de volonté, on aime beaucoup ce qu'on fait, donc on s'est dit, crème, on est 5, qu'est-ce qu'on peut faire les 5 ensemble avec ça? Donc, c'est ça. Puis pour moi, on a tous, tu sais, des fois, on se fait demander, ah, vous êtes 5, il n'y a pas de la chicane, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Puis je pense qu'on est chanceux d'avoir les 5 des attraits dans différents domaines, comme j'ai mon frère qui est à la comptabilité,
Ma sœur Katharina, étrangement, elle, c'est la construction qui l'intéresse, donc dans ce domaine-là. Mon frère Sébastien et moi, Sébastien est plus marketing, moi c'est plus les communications, tout ce qui est réseaux sociaux, les médias, les journaux, tout ça, l'image de marque. Donc, s'assurer qu'à chaque fois que le marketing dise, bon, ben cette année, on va acheter tant de dollars de pub à occupation double, ben s'assurer toute la pub autour de ça, ben c'est moi qui la crée. Donc beaucoup dans l'image de marque, comment on est perçu, toute notre implication sociale aussi, on se fait vraiment un devoir de s'impliquer dans les communautés dans lesquelles on est implanté, comme à Rimouski, on a vraiment aidé plusieurs organismes communautaires, mais on fait aussi ça dans les 62 localités dans lesquelles on a des restaurants. Donc ça c'est plus pour mon côté. Oui, on va en parler tantôt du communautaire, mais est-ce que la décision était longue à prendre de dire, OK, on est la potentielle relève, mais dire qu'il y en a un ou deux dans une famille qui prennent la relève, mais les cinq, est-ce que ça a été une discussion qui était longue ou ça a été comme naturel de dire, hey, go, on embarque? Je sais que vous étiez Ça, déjà dans le ouais. projet, là, d'une façon ou d'une autre, mais dire, go, on y va les cinq, là. Ça, c'est, tu sais, on est 5 enfants, on suit pas mal, on suit toutes de 2 ans. Fait que, tu OK. sais, la plus jeune a 26, le plus vieux a 36. Mais quand on a acheté, on était un peu plus jeune, là, de 4 ans, là, donc c'est de 22 à 32 ans. Et mes trois frères avaient déjà des restaurants, donc ils savaient puis en avaient acquis plusieurs, il y en avait 8 à la gang, donc ils savaient que, tu sais, que ça s'en venait là-dedans. Moi, j'ai vraiment vu le vouloir en moi d'acheter l'entreprise familiale quand j'ai commencé à travailler au centre de service après ma première année de cégep. Puis pour ma sœur Katharina, ce fut la même affaire. Puis je pense que le déclic s'est vraiment fait quand notre père s'est fait acheter par Pizza Hut pour se faire acheter. OK. Il s'est fait approcher. Donc, Pizza Hut les a contactés. Puis nous, on était dans les processus là, de la vente. On travaillait déjà avec des fiscalistes, des avocats, des comptables là, pour évaluer le prix de vente, tout ça. Donc, mon père s'est un peu prêté au jeu, si je peux dire. Puis il n'a pas fermé la porte. On les a écoutés. Puis ça a été quand même formateur pour nous. On est allé visiter leur bureau à Toronto. On est allé visiter des emplacements à Montréal. Puis quelques franchisés. Puis on a un peu appris sur leur modèle d'affaires. C'était super intéressant. Mais nous, on commençait puis on s'apprêtait à signer. Donc, on n'était vraiment pas intéressés à se faire acheter tout de suite à se faire acheter par Pizza Hut parce qu'on se dit, crème, on arrive, on a plein d'idées, on est super connectés, on vient de Québec, tu sais, on avait un peu confiance en nos moyens parce qu'on connaissait tellement l'entreprise. Donc, on a rejeté l'offre, mais le prix que Pizza Hut a proposé à notre père, ben, c'est le prix qu'on a acheté l'entreprise. Et d'un autre côté, ça aurait peut-être créé un effet, on est en marketing, peut-être un effet négatif. C'est une chaîne québécoise achetée par Pizza Hut qui a déjà essayé là, au Québec, puis Ouais, ça a ouais, marché tel quel, là, mais de garder ça au Québec, je pense que les gens ils ont un sentiment de plus de proximité, là, le fait que ça reste là, à des intérêts québécois, surtout à des intérêts de la famille, là. ouais, ben, puis c'est ça, tu sais, nous, on a vu notre grand-père, c'est un immigrant italien qui est arrivé sur son bateau après la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, avec 1 000 $ en poche, puis il a ouvert son premier restaurant. Ils ont eu 7 enfants. Les 7 enfants ont travaillé là-dedans. Ils habitaient au deuxième étage du restaurant. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Puis nous, d'avoir la chance de pouvoir racheter l'entreprise, puis peut-être d'offrir la même opportunité à une quatrième génération, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Là, la quatrième génération de commencer à courir un peu dans les cuisines, puis, Ouais, ils sont rendus à 16, là. Je pense que c'est terminé, là, mais on a été productifs sur ce côté-là. Donc, il y en a 16, ils sont tous âgés entre 1 et 12 ans. Donc, c'est beaucoup de petits mondes. Puis, si on peut leur offrir la même possibilité, puis s'ils s'intéressent à l'entrepreneuriat et tout le domaine de la restauration, qui est une industrie quand même particulière et remplie de défis ces temps-ci, ça va vraiment nous faire plaisir de les amener là-dedans avec nous. puis tu parlais, bon, ton grand-père qui est arrivé immigrant. Je pense que toutes les villes ont l'histoire de monsieur qui est débarqué puis qui a fait connaître la pizza dans les années 50-60. Puis c'était Ouais. quasiment un happening, ça. C'était quasiment, les gens se mettaient en habit pour aller manger de la pizza, là. Ben, c'est ça. Puis moi, je suis peut-être un peu plus jeune. Depuis que je suis jeune, évidemment, je connais la pizza très bien, mais je me rappelle quand les sushis sont arrivés, Ouais. ben, c'était comme vraiment fancy, puis on connaissait pas trop ça, puis c'était spécial, un peu comme le tartare aussi. Donc, oui, dans le temps, mon grand-père, c'était à la fin des années 40 qui est arrivé. Le monde connaissait pas ça, la pizza, puis tu sais, il voyait
un pain avec de la sauce puis du fromage fondu. Le monde il était là, voyons, ça ressemble à du vomi, là, si je peux dire. Puis c'est lors d'un party du jour de l'an dans sa belle famille, la famille à ma grand-mère en Beauce, que pour le jour de l'an, il faisait de la pizza puis il leur a fait découvrir ça. Puis comme tout le monde qui goûte à la pizza, ben ils ont aimé ça. Donc c'est vraiment sa belle famille qui ont poussé mon grand-père et ma grand-mère à ouvrir leur premier restaurant à Saint-Georges-de-Beauce. Et ça doit être comme une légende, comme à Rimouski. Nous autres, on a un monsieur, il n'est pas resté à Rimouski tout le temps, mais mes parents, puis les étudiants qui écoutent parlaient à vos parents, vos grands-parents. Il y avait un dénommé Carlos là, qui est débarqué à Rimouski. Puis ça doit être un peu une légende là, dans le coin de la Beauce aussi, là, Ah, lui qui est arrivé à ben faire c'est de ça, pizza. c'est un étranger, puis peu importe, c'est dans les petites communautés quand quelqu'un débarque d'ailleurs, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il fait. Fait que ouais, c'était un attrait. Parce qu'au début, le modèle d'affaires, bon, c'était un commerce, c'était une entreprise familiale, ben, c'était un commerce unique. À partir de quand vous avez commencé, ou Salvatore a commencé à faire du développement, ouvrir des succursales, et puis quand est-ce que c'est devenu des franchises? Parce qu'avant de vendre des franchises, il y a pas des concessions, des succursales qui s'ouvrent propriété Ouais, familiale, mais quand est-ce que vous avez décidé aussi, là, suite à ça, de ouais, devenir franchiseur? ouais. Mon père, lui, c'était un ancien joueur de hockey, là, un goaler qui a joué pas mal au hockey. Puis quand il a terminé sa carrière, c'est lui qui a comme c'est lui qui a racheté le restaurant familial et qui en a fait un réseau de franchise. Donc, c'est dans les années 80. Il a ouvert une deuxième succursale sur la rive sud de Québec, à Thetford Mines. Et donc, c'est vraiment mon père qui en a fait un réseau de franchises. Quand nous, on a racheté en 2018, le réseau comptait 13 franchises, principalement dans la grande région de Québec, quelques-unes au Saguenay, Trois-Rivières aussi, en Mauricie. Et quand nous, on a racheté, comme j'ai parlé, mes frères étaient propriétaires de 8 restaurants sur 13, donc c'était quand même bien. Puis dans le but d'assurer une équité dans les opérations, si je peux dire, ils ont vendu leur restaurant au centre de service. Donc OK. nous, on se disait, si le restaurant qui appartient à mon frère a plus de difficultés, ben on va être plus tendance à l'aider que peut-être donner plus d'énergie sur ce restaurant-là qu'un restaurant qui est franchisé. Donc, on voulait pas avoir de barrière comme ça. Donc, on s'est dit, vendez vos restaurants au centre de service. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, si je peux dire, sur 13 restaurants, il y a 8 de ces restaurants-là qui sont devenus corporatifs. Donc ça s'est fait comme ça. Puis quand on a commencé à planifier notre phase d'expansion, parce qu'aujourd'hui, on a 62 restaurants après 4 ans, donc ça a été une phase d'expansion qui continue d'évoluer, mais qui est quand même très rapide. Dans le monde de la restauration au Québec, c'est du jamais vu, une expansion comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on s'est dit, avant de commencer l'expansion, on va être solide financièrement et ouvrir nos propres restaurants et pas dépendre sur des franchisés. Donc, on a acheté l'entreprise en 2018. On pensait rembourser notre dette d'achat sur 5 ans. C'était planifié comme ça. Finalement, ça a super bien été. On l'a remboursé en un peu moins de 2 ans. Donc, un coup que la dette a été remboursée, on s'est mis à se concentrer sur la phase d'expansion qu'on a prévue pour septembre 2020. La COVID est arrivée en mars, gros chamboulement. À ce moment-là, nos 13 restaurants avaient des salles à manger. Donc, du jour au lendemain, on a perdu 50 de nos salles de nos revenus, nos salles à manger. Puis en restauration, quand un chiffre d'affaires négatif de 10 c'est vraiment mauvais, ce qu'on appelle le double digit. Oui. Fait que nous, du jour au lendemain, on n'était pas moins 10 on était moins 50 Donc, quand la COVID est arrivée, je me rappelle, on était mes frères, ma soeur chez mon frère le plus vieux, Sébastien, on jouait dehors avec nos enfants. Nos téléphones sonnent, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis les gestionnaires en restaurant, ça capotait. Là, c'est vraiment... On ne pouvait pas se voir perdre 50 de nos ventes du jour au lendemain. Donc, on est rentré en dedans autour de la table, puis on a dit, bon, ben, on est chanceux, on est dans un créneau de restauration qui se fait bien, pizza, poutine. On a déjà notre système de livraison, c'est quand même 50 de nos ventes, donc on va focuser là-dessus. Donc, on a vraiment baissé nos prix. On s'est dit, on fera pas bien d'argent, mais au moins, on n'aura pas à mettre à pied des gens. Puis ensuite de ça, les réembaucher quelques semaines plus tard parce que le confinement était supposé durer 2 semaines à ce moment-là. Finalement, ça a été on and off pendant quasiment 2 ans. Donc, c'est ça. La première semaine, on a fini notre première semaine avec 15 de baisse, ce qui est vraiment pas bon, mais beaucoup moins pire que 50 comme on pensait avoir. La semaine suivante, finalement, tout a comme vraiment explosé. On a fait plus 15 plus 40 plus 50 puis on a roulé pendant environ un an et demi à plus 60 d'augmentation de vente par succursale. Donc, nos volumes ont vraiment explosé le jour où on a misé sur tout ce qui nous restait. Donc, toute notre phase d'expansion,
on s'est dit, bon, OK, on est capable de faire des volumes de vente, d'être rentable, tout ça. Les restaurants vont bien. On a réajusté nos prix après qu'on a vu qu'on avait même de la misère à fournir à la demande. Donc, on a décidé de poursuivre avec notre phase d'expansion en septembre 2020, mais on a changé notre modèle d'affaires pour miser uniquement sur livraison take-out, qui est un modèle d'affaires aussi qui est plus facile à opérer que des grandes salles à manger avec des buffets, toujours avoir de la pizza chaude quand le monde arrive, et avec le gaspille, le coût de nourriture. Donc, c'est plus facile à gérer, livraison take-out. Donc, on a misé sur ça et on a décidé de faire notre phase d'expansion sous un modèle d'affaires qui est corporatif. Donc, OK. corporatif, les restaurants appartiennent au centre de service, ce ne sont pas des franchises. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est parce qu'on savait qu'on voulait une expansion soutenue. On avait commencé à recruter notre monde. Il y a beaucoup de monde dans l'équipe du centre de service, que c'est des gens qui travaillaient avec nous dans les restaurants, des amis, puis qui ont grandi avec nous. On a plein d'exemples, c'est super le fun. Donc, on avait déjà notre équipe, puis on savait qu'avec une équipe, bon, on pouvait avoir un rythme soutenu et non attendre après un franchisé qui a X mille dollars de mise de fonds à mettre, qui veut faire 70 heures dans son restaurant les premières semaines, ça court pas les rues. Donc, en ayant une équipe, toute la structure faite, on voulait ouvrir un restaurant par mois. Donc, on s'est dit, on est financièrement en santé, on n'a plus de dettes, donc on va ouvrir un restaurant par mois et ils seront tous corporatifs. Donc, Oui, c'est ce qu'on a fait. puis en même temps, au niveau de la restauration, je pense que c'est difficile d'avoir du financement. Mettons quelqu'un qui veut acheter une franchise ou qui veut investir dans une succursale, c'est difficile d'avoir du financement au niveau des banques ou des organismes. Tandis que là, vous avez déjà votre structure de financement interne, ça doit être plus facile comme ça. C'est sûr, oui, tu sais, ça prend une certaine mise de fonds à mettre. C'est des projets qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, on a beaucoup de jeunes gestionnaires dans nos restaurants qui sont super bons. Justement, lui de Rimouski, Gabriel, qui s'est maintenant franchisé, mais je vais vous expliquer le concept. Donc, Ouais. nous, fait qu'on s'est dit, on va les ouvrir corporatifs. On est financièrement en santé, on peut se financer tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. De septembre 2020 à avril 2021, on a ouvert un restaurant par mois. Ça, c'était un gros défi pour nous parce qu'on avait ouvert un restaurant une année plus tôt. Et les 5 enfants, on n'était plus personne dans le centre de service, la clé était fermée, puis on était les 5 dans le restaurant en train de tourner de la pizza, de répondre au téléphone, puis d'aller faire des livraisons. Puis c'est super le fun, on aime ça faire ça, mais quand on veut faire une phase d'expansion, ben on peut pas marcher comme ça parce qu'il faut que ça continue de tourner puis que tout roule et non se concentrer tous dans un restaurant. Donc, on avait vraiment mis l'équipe en place. On a ouvert un restaurant par mois. Et en avril 2021, on a vu que tout était sous contrôle, ça roulait bien. Donc, on a pris la décision avec l'équipe d'augmenter la cadence et d'ouvrir un restaurant chaque 14 jours. Donc, depuis avril 2021, ça fait bientôt 2 ans, on ouvre un restaurant tous les 14 jours. Donc, c'est tous sous un modèle d'affaires corporatif. Pour nous, c'est des investissements de 10 millions par année pour ouvrir 24 restaurants par année. On a un modèle d'affaires, comme je parlais, franchisé versus corporatif. On les ouvre corporatifs, puis c'est des gestionnaires associés qui sont dedans. On les appelle associés parce que euh, contrairement à d'autres chaînes comme peut-être Subway ou McDo, tu sais, oui, il y a un salaire de base qui est comparable à ces autres chaînes-là, mais il y a des bonnets de performance qui sont rattachés à ça, qui sont quand même élevé, là, je veux dire, là, dans l'industrie de la restauration, qui fait qu'un gestionnaire qui performe très bien peut faire un salaire de plus de 100 000 en étant gestionnaire Salvatore, ce qui n'arrive pas dans un Subway ou dans un McDonald's de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des gestionnaires associés, comme ça, on répartit une part des profits avec eux. Et aussi notre programme de franchisage, parce que on prend pas de franchise de l'externe. Si quelqu'un veut se franchiser avec nous, ben on se dit il faut qu'il ait fait nos preuves, il faut qu'il ait fait ses preuves. Donc, comme ce fut le cas là, avec le gestionnaire, pas Rimouski, excusez, je me trompais, c'était Rivière-du-Loup, mais il Oui. va aussi sûrement franchiser Rimouski sous peu. Mais comme à Rivière-du-Loup, puis dans d'autres emplacements, si les gestionnaires ont des bons résultats pendant 2 trimestres consécutifs, puis des bons résultats, nous, on a des index à l'interne pour calculer ça. Donc, c'est l'indice satisfaction client, les délais de livraison, la profitabilité de l'entreprise. Donc, s'il respecte ces 3 critères-là et qu'il se conforme bien aux normes, on lui offre la chance de se franchiser et on le finance à 100%. C'est ça, vous Donc, avez une période de probation, probation, c'est peut-être pesant comme mot, mais vous avez une période d'essai, puis la personne qui fonctionne bien, c'est comme un petit nanan, là, que vous dites, ouais. on t'offre Ben, l'occasion de c'est plus, franciser. tu sais, parce que se franchiser, c'est que nous, on y passe vraiment, on y vend la franchise, puis on est super transparent dans le processus. C'est 3,15 fois les profits. Donc, voici les états financiers, voici le prix de vente. Puis pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement une mise de fonds, puis qu'on finance
ça peut monter à même à 1, 2 millions le prix de vente, puis nous, on lui finance à 100%. C'est vraiment une chance qui existe, en tout cas à ma connaissance, qui n'existe pas dans l'univers de la restauration. Puis c'est pas juste d'être conforme à nos normes, c'est d'avoir des résultats qui sont excellents. Oui. Hey, j'avais d'autres questions à ta minute. C'est parce que Oui. je me suis fait des questions, puis j'ai dit. Ah, mon Dieu! Vous avez commandé? Non, je suis allé la chercher. Ah! L'autre, il y avait de la sauce qui avait coulé dedans, fait que j'ai dit, je peux pas Ah la ouais, faire. ça se peut, ça. Ouais. Elles sont cool, les boîtes. Là. C'est-tu un peu Ah, les coms qui ont merci. Ouais, c'est ça. Tout, il doit y avoir une joke dedans, là. Je sais pas. Ça parle-tu de l'amour, c'est l'amour, puis c'est un ananas, Ouais, puis une love is pizza. love, ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, Fait c'est une que, on petite laisse. pointe à certaines personnes, un ananas avec la pizza. Là. Ouais, il y en a qui aiment ça, mais moi, j'ai d'autres défauts, mais pas celui-là. Vous créez une controverse. Ouais, Ah. on essaye pas trop, là. Non, mais c'est ça, on a parlé un peu du concept parce que là, vous avez le concept, là, vous aviez ça, puis je l'ai connu à un moment donné. Hey, je pense que c'est le début des années 2000, je travaillais puis à Québec, puis justement, lui à Québec, il y avait la pizza à volonté, là, justement. Puis Ouais. j'étais allé, puis je voulais manger à la chambre d'hôtel, puis la personne a dit, regarde, paye le prix à volonté, puis je vais te faire une 12 pouces, puis tu vas pouvoir aller te reposer à l'hôtel. J'étais vidé, j'avais fait Ah, de la c'est boîte. gentil. Puis donc, c'est ça, les nouvelles façons de faire, est-ce que les gens prennent du temps parce que c'est beaucoup à comprendre, parce que les gens aiment beaucoup aller s'asseoir, manger au restaurant. Puis là, c'est plus commande en ligne, appelle-nous, viens chercher ta pizza. Puis il y a quelques places, mais c'est beaucoup take-out, là, votre orientation, votre modèle d'affaires. Là. C'est dire viens chercher, puis va manger dans le confort de ta maison. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une orientation qui est nouvelle, je peux dire, qui est là depuis septembre 2020, depuis notre phase d'expansion. Parce que quand nous, on prévoyait notre phase d'expansion juste avant la COVID, on prévoyait ouvrir nos restaurants avec des salles à manger, le buffet à volonté, comme on avait avant dans nos succursales et qu'il en reste encore 3 dans le réseau sur 62 restaurants. Mais avec la COVID qui est venue chambouler tout ça, qu'on a vu qu'on était capable d'avoir des très bons résultats, de faire un bon volume de commandes sans le buffet à volonté qui est quand même difficile à gérer. C'est pour cette raison-là qu'on a pris l'orientation vraiment de focuser sur livraison take-out et on met beaucoup d'énergie aussi sur la commande en ligne. Oui. Donc, la plupart de nos promotions ne sont valides que sur la commande en ligne. Ça, c'est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme en ce moment, ben, des fois, pendant l'heure du rush, ils peuvent être 2, 3 équipiers qui font juste répondre au téléphone à des commandes. Donc là, on libère les téléphones et on concentre les équipiers vers la cuisine ou le service à la clientèle en avant. Et 80% de nos commandes proviennent de la commande en ligne, ce qui est un pourcentage très, très élevé versus les autres chaînes nationales de pizzeria. Donc, c'est pour ça qu'on concentre vers la commande en ligne. Tout ça, on est capable d'avoir plus de données, savoir le client, ben, le client aussi pour lui peut suivre sa commande. Donc, c'est un outil qui est le fun. Oui, puis vous êtes capable de prévoir mettons juste les pâtes, là, la répartition des grosseurs des pâtes, ça doit être la 12 pouces qui doit sortir le plus, là, parce que Ouais, notre avec le 12 prix pouces de est en poulet fait. spécial. Donc, oui, c'est ça. Et Ouais, l'application en ligne, juste de même, est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce que présentement, on commande, on a les rabais, on a les prix, on peut donner le pourboire, puis on est capable de suivre l'évolution de la préparation. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu un plus? Même, on peut demander à quelle heure on veut notre produit. Est-ce ouais. que ça a été facilitant pour les gestionnaires de succursales en disant on connaît notre Vraiment. production? Oui, parce que, tu sais, là, il y a ce que le client voit, tout ce que vous venez de décrire, mais c'est vraiment une application qui marche en 2 temps, si je peux dire, là, une partie pour le client et l'autre partie, toute l'intelligence artificielle qui est reliée dans les cuisines avec ça et l'intelligence artificielle qui est reliée avec les livreurs aussi. Oui. Donc, ce que ça fait, puis ça, on l'a depuis juste avant la pandémie, on a été chanceux parce que ça a vraiment amélioré tout le système de livraison en cuisine aussi. Cette application-là, ce qu'elle fait, c'est que peu importe, des fois, là, un vendredi soir, la cuisine est débordée, 80 commandes en même temps. Ils font ce qu'ils peuvent, mais des fois, les délais sont plus longs. Et ce que ça fait, c'est que le système, vous avez commandé en ligne, mais la commande en ligne, elle reste dans le cloud, si je peux dire. Puis c'est juste quand le système voit que la cuisine peut fournir. Donc, mettons, ça dit, bon, ben,
Monsieur Michel a commandé maintenant, puis il veut sa livraison maintenant. Mais il n'y a pas de livreur au restaurant, puis il n'y en a pas qui va arriver avant 10 minutes. Donc, ce que ça fait, ça dit prépare la commande, puis mets-la de côté. Et quand le système, admettons que tu as 18 livreurs, 15 livreurs pendant l'heure du souper, ça sait exactement les 15 livreurs sont où. Et quand il y a un restaurant qui est à 8 minutes du restaurant pour revenir, 8 minutes est environ le temps de cuisson d'emballage, Oui. ça dit à la cuisine, OK, pars cette commande-là, puis pars celle-là en même temps, ils vont partir ensemble avec le même livreur parce qu'elles sont proches. Donc, toute cette intelligence-là, ça facilite grandement parce qu'avant, ça prenait quelqu'un qui connaissait extrêmement bien son territoire de livraison pour dire, OK, la rue Michaud avec la rue Lévesque, ça part ensemble, OK, pars-les, puis il faut qu'il y ait en tête toutes ces 40 commandes en même temps, qu'est-ce qu'il fait avec où? Donc là, c'est tout géré par l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup, puis ça fait que même si des fois les délais sont un peu plus longs, ben quand la commande arrive chez le client, elle vient de sortir du four. OK, ça fait la répartition géographique aussi en même temps. C'est ça, oui. On n'est plus dans le temps de prendre des notes sur un papier. Non, hein, ça a évolué tellement rapidement, là. Je me rappelle, quand j'étais jeune, puis je faisais de la livraison, puis fallait que je parte sur une rue, je prenais la facture, puis derrière, j'écrivais sur quelle rue tourner pour pas me tromper. Maintenant, ça te dit tout où aller, ça dit au client t'es rendu où, fait que ça va bien. Et quand on arrive, là, je change de sujet un petit peu, quand on arrive là, pour l'implantation d'une succursale, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. Là, vous êtes arrivé à Rimouski il n'y a pas très, très longtemps, mais le processus avant d'arriver, parce que il y en a une grosse chaîne de pizza qui a une grosse salle à manger qui a essayé de s'installer, mais c'était 4 ou 5 millions, là, l'investissement, là, on nommera pas la Ouais. chaîne. Mais vous arrivez, vous êtes en contrôle de ce que vous faites, mais choisir Rimouski, le processus de sélection, comment ça se fait, ben, que ce soit Rimouski ou une autre ville, euh, Ouais. comment ça se C'est fait? ça. Ouais, on est en grande phase d'expansion. On ouvre un restaurant en 14 jours. Donc, ça serait facile de dire, ben, écoute, il faut ouvrir des sites, on ouvre n'importe où, mais c'est pas comme ça que ça marche. On a une équipe, ils sont deux au développement et eux, leur rôle, c'est vraiment de trouver les meilleurs sites qu'on peut, mais aussi d'avoir en tête que notre expansion se fait par rayonnement. OK. Donc, nous, on était déjà présents sur la rive sud de Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski, tu sais, ça venait comme ça. On n'aurait pas ouvert un restaurant tout seul à Rimouski il y a 2 ans sans avoir d'autres restaurants proches parce que pour l'approvisionnement de la nourriture, je pense au fromage en grains, à Poutine, tu sais que c'est vraiment des fournisseurs locaux. Tout le Ouais. marketing aussi, si on est capable de toucher le plus de gens possible en même temps, la supervision des restaurants. Donc, on veut vraiment faire notre expansion par rayonnement. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite de ça, de décider si oui ou non on va dans un marché ou quel marché on choisit. Et c'est sûr qu'on veut un minimum de nombre de portes. Donc, on se dit, parce que notre entreprise, c'est une entreprise de livraison. Donc, on veut environ 8000 portes dans un ratio de 10 minutes en auto autour du restaurant. Comme ça, on sait qu'il y a assez de population parce que si on va dans des marchés trop petits, ben, on a peur de ne pas respecter notre point mort. Donc, un point mort en affaires, peu importe l'industrie, c'est tes coûts fixes, tes coûts variables, qu'est-ce que ça te prend pour arriver even à la fin, que ça soit zéro. Donc, on sait c'est quoi notre point mort. Notre but, c'est de faire des profits, puis on a des objectifs à atteindre. Mais nous, on se dit ça prend au moins 8000 portes dans un rayon de 10 km. Puis aussi le local ensuite, c'est sûr qu'on veut une belle visibilité, on veut que le monde nous voit. Et on a un nombre de pieds carrés, là, environ 1500. On peut aller de 1000 à 2200 pieds carrés environ. On veut tant de pieds carrés en superficie parce que nos cuisines, bon, oui, sont faites sur le long, mais ça prend un comptoir pour recevoir les gens. Donc, on veut 20 pieds au moins de façade. Donc, c'est tous des petits éléments à considérer. Ça a dû être facile à Rimouski parce que la bâtisse était neuve, là. Vous aviez Ouais, un terrain de jeu libre et vierge, là. ouais. Ben, c'est le fun parce que ça arrive pas tout le temps. Des fois, on peut être des mois, même des années, essayer de trouver un local dans une localité, puis ça arrive pas, ou des fois, on réussit pas à s'entendre avec le bailleur parce que des fois, on fait notre expansion, des fois, on achète des immeubles, des fois, on loue des immeubles comme à Rimouski, on loue le local. Et des fois, nous, on a un ratio du dollar du pied carré qu'on veut respecter. Si ça ne cadre pas dans nos prix, ben, on va juste pas y aller. J'avais dans ma liste de questions, on a des choses qu'on avait parlé tantôt, mais moi, ce que j'aime parler dans mes cours, c'est les particularités régionales. Bon, vous êtes installé à Rimouski, vous connaissez peut-être pas encore toutes les particularités régionales. Je parle au niveau des produits, des menus, mais est-ce qu'il y a des choses qui se développent dans chaque région,
je ne sais pas, des produits qui sont plus populaires dans certaines régions? Parce que là, si vous dites, bon, la pizza québécoise est super populaire à tel endroit, on va la mousser ailleurs, mais c'est pas ça qui marche. C'est la pizza à l'ananas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il faut tenir compte de chacune des clientèles pour dire, OK, soit au niveau de l'inventaire, la gestion des produits, est-ce que Ouais. ça à tenir en compte en plus de- C'est vraiment une bonne question. Nous, quand on a racheté de nos parents en septembre 2018, le menu était environ 2 fois plus large que qu'est-ce OK. qu'il est présentement. Il y avait des spaghettis, il y avait des salades, il y avait de la soupe, il y avait des choses comme ça. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment miser sur un haut volume de commandes puis de pas avoir beaucoup d'items, mais des items qu'on fait qui soient délicieux, puis qui soient faciles à faire, que ça rentre bien sur notre ligne de production, je devrais dire, et que ça puisse sortir rapidement. Parce qu'aller faire un spaghetti quand tu as 5 personnes une à côté de l'autre qui font de la pizza, que ça, c'est leur job, puis là, va faire un spaghetti, un item que tu fais moins souvent, ça vient tout déranger la ligne de production. Donc, pour nous, avec nos grandeurs de cuisine, c'était pas vraiment optimal. Donc, on a vraiment pris la décision de rapetisser notre menu. On a les pizzas, oui, on a plusieurs variétés. On a 18. On a nos 8 poutines. On a quelques accompagnements, les cornichons frits, moi, j'adore ça. Les pains à l'ail gratinés, on a la liqueur, les ailes de poulet. C'est pas mal ça. Donc, on a vraiment misé sur un petit menu restreint, mais que c'est comme ça que ça nous permet d'être vraiment plus rapide, surtout dans les heures achalandées. Les particularités par région, dans la province de Québec, c'est pas mal semblable. C'est sûr qu'on voit, mettons, la poutine aux saucisses dans tel marché, ça, il se vend que ça. On en voit comme ça. On n'a pas d'item par région. On veut vraiment que tout reste uniforme. On a une commande en ligne, on a un site, on a un système POS, point of sale, donc ce qui est dans les écrans de commande des équipiers quand ils prennent les commandes. Donc, tout notre marketing, on veut que ça reste tout pareil. Puis, je ne vais pas faire une annonce de spaghetti parce que lui, il y a des spaghettis, mais eux, ils n'en ont pas. Ou si je ne fais pas d'annonce de spaghetti, ben là, lui, il n'en vendra plus. Donc, tu sais, tout le monde a le même menu. Par contre, on a ouvert, ça va bientôt faire 1 an, là, dans les Maritimes au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse aussi, on a des restaurants. Puis là-bas, c'est la sauce Donair, Oui. qui est un produit très, très, très populaire là-bas. Quand on a ouvert là-bas, au début, on a ouvert sans sauce Donair. Donc, on se le faisait beaucoup demander. Puis là, on s'est rendu compte que ça avait pas de bon sens qu'on n'avait pas de sauce Donair. Donc, eux, là-bas, on a des pizzas Donair, puis on a des Donair. Mais c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à leur marché parce que si on mettait ça au Québec et qu'on dirait aux gestionnaires, OK, commandez des sauces Donair, ben, personne ne commanderait ça puis il y aurait des pertes. Donc, c'est pas disponible dans le marché de la province de Québec, mais dans les 2 autres provinces maritimes, il y a les Donair. Parce que le Donair, c'est typique au maritime, puis tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas c'est quoi, mais Ouais. c'est un produit qu'on Ben, tombe en amour assez facilement. c'est drôle parce que là, on faisait les tests au centre de service à Québec. Là, on goûtait à ça, puis à différentes sauces d'honneur, puis différentes recettes. On était comme, qu'est-ce que c'est supposé goûter? Tu sais, c'est quoi un bon d'honneur ou non? Fait qu'on a envoyé ça au gestionnaire des maritimes. On leur a dit, selon vous, quel est le meilleur? Ils nous l'ont dit. On a négocié les prix, puis on leur a laissé un peu carte blanche là, dans ce dossier-là. Puis je pense qu'on a fait une bonne job parce que c'est quand même un item populaire sur leur menu maintenant. Oui, puis tantôt, tu parlais, tu sais, au niveau de réduire le menu, c'est une tendance dans beaucoup de restaurants. Je me rappelle avoir été dans des restaurants, des grosses chaînes, puis le menu, il y avait comme 10 pages. On était déçus parce Ouais. qu'on voulait goûter à plein d'affaires. Puis là, on arrive, puis avec 5 ou 6 ingrédients de pizza, on peut faire combien de types de pizzas différentes? Tu sais? Ouais. Et c'est peu d'ingrédients, mais on peut faire beaucoup de variantes. Fait que ça doit être avantageux pour vous au niveau de l'inventaire. Ouais, puis c'est sûr, on est quand même dynamique sur les promotions, puis c'est la Poutine Week qui s'en vient les 2 premières semaines de février. Ben là, on se dit, OK, quelle sorte de poutine qu'on peut sortir, que ça va pas être de rentrer trop de nouveaux produits parce que ça dure juste 2 semaines, là. C'est compliqué de rentrer des nouveaux produits, puis après ça, on veut pas être pris avec des stocks, puis qu'on peut pas vraiment les repasser. Donc, c'est beaucoup ça, mais cet été, on a eu la pizza fajitas. L'hiver, on a la pizza fondue chinoise qui est vraiment très populaire. Donc, on essaie quand même d'être dynamique. Mais d'être un peu plus intelligent dans le choix des ingrédients qu'on prend. Mais c'est sûr que tout le temps, on rentre des nouveaux ingrédients, on refait des tests, on reçoit des nouvelles soumissions de différents fournisseurs, des nouveaux produits. Donc, c'est les cornichons frits qui sont rentrés récemment, la poutine dessert aussi, ça fait pas tellement longtemps que sur le menu. Donc, on essaie quand même d'être dynamique, tout ça, mais on veut pas ouvrir plein de gammes de sections de menus et avoir un menu trop large qui compliquerait les opérations.
Ouais, c'est ça. Ben, tu parles de cornichons frits. Je suis pas un adepte de cornichons, mais il y a trois, quatre places que les cornichons frits, j'en mange, puis j'en ai dévoré quelques-uns. Ah ouais, merci. C'est c'est juste que c'est différent. Quand c'est frit, Ouais, là, c'est ça. c'est rare, c'est pas bon quand c'est pris, hein. Non, c'est ça. Euh, Euh, on a parlé des objectifs de croissance, mais est-ce que vous avez une limite à un moment donné, de dire, OK, pour rester en contrôle, parce que là, on parle de 62 succursales, pour rester en contrôle, oui, il y a une croissance, mais est-ce qu'on va se donner un plateau à un moment donné, dire, on va prendre le contrôle, puis après ça, on va redonner un autre boom un peu plus tard? Mm. Notre objectif n'est pas sur un nombre de croissance ou un rythme. Le rythme d'une ouverture aux 2 semaines, c'est un rythme qu'on a depuis bientôt 2 ans. Euh, L'engrenage est bien huilé. Tu sais, tout le monde, tous les départements, ça va quand même bien. C'est sûr que quand on ouvre un nouveau restaurant, comme ce fut le cas à Rimouski, la demande est énorme. Puis ça reste que c'est environ 40-45 nouveaux équipiers dans le restaurant. On a une équipe de formation qui est sur place. À Rimouski, ils étaient 8 pour épauler les gestionnaires et aussi épauler les équipiers. Mais ça reste que c'est un gros coût en même temps. Donc, mais bref, notre objectif sera jamais sur le nombre de restaurants, mais plutôt faire en sorte que chaque restaurant offre un bon service à la clientèle. Ça se traduit par des hauts volumes de commandes et en bout de ligne des restaurants qui sont financièrement en santé. On a vu des chaînes au Québec ouvrir des dizaines de restaurants puis les fermer quelques années plus tard. Ça fait même le cas là, de des chaînes nationales de pizzeria qui ont des centaines de milliers de restaurants dans le monde. Donc, nous, c'est vraiment pas notre but. Notre but, c'est dans les restaurants qu'on a qui soient financièrement en santé. Donc, on poursuit l'expansion avec une ouverture à chaque 14 jours. Puis, ce qu'on regarde, c'est vraiment si chaque restaurant est performant, puis le OK. volume de commandes par restaurant, puis il faut pas que ça baisse, parce que sinon, on va recentrer ça. Mais pour l'instant, les résultats sont là. Donc, on poursuit l'expansion. Tu parlais de tes coéquipiers, on parlait aussi comme en pré-entrevue tantôt, on parlait de la communauté, on parlait des clients, on parlait des équipiers, des employés. Je pense que vous portez attention à ça au niveau des commandites. Je pense que vous faites un effort là-dessus. Vous voulez être intégré à la communauté d'une façon, là. Oui, je pense qu'on travaille très fort, mais aussi on est chanceux, mais on travaille fort. L'entreprise est en bonne santé financière. Donc, nos parents faisaient ça avant nous, puis ça a tout le temps été dans notre esprit de redonner à la communauté. Donc, là, je prends l'exemple de Rimouski encore, mais quand on a ouvert à Rimouski, on a envoyé des communiqués de presse, on a mis ça sur des groupes, des pages Facebook pour dire bonjour, on est nouveau, puis on veut vraiment s'impliquer dans la communauté, puis c'est sur le long terme. C'est quelque chose qu'on a fait à Rimouski, mais qu'on fait aussi dans tous les marchés dans lesquels on est établi. Donc, en arrivant, on a donné 150 pizzas larges gratuites à des organisations communautaires, scolaires, sportives, culturelles de la ville. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un contact direct avec les différentes organisations. Puis ensuite de ça, quand ils ont besoin de quelque chose, tout ça, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir s'impliquer, de faire des demandes de levée de fonds aussi. On en fait beaucoup. Donc, notre implication sociale, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis aussi que chaque équipe en succursale et les gestionnaires sont vraiment fiers de pouvoir contribuer au bien-être peut-être des personnes que c'est plus difficile pour eux dans leur communauté. Les équipiers aussi, le 7 février prochain, c'est la deuxième année qu'on va faire ça, la journée remerciement. Donc, c'est une journée où 100% des ventes de pizza. Donc, c'est pas les profits ou 1 ou 2 dollars par pizza vendue, c'est vraiment 100% des ventes de pizza qui vont être distribuées. Donc, disons que j'achète pour 40 dollars de pizza. Le 40 va être redistribué de la manière suivante. Il y a 50 qui est donné aux équipiers de la pizzeria sous forme de bonus salarial et l'autre 50 est donné sous forme de pizza gratuite à une organisation communautaire là, que les gestionnaires vont choisir. Donc, c'est une journée que ça coûte extrêmement cher, si je peux dire, faire ça, là, parce que c'est un peu plus de 200 000 là, qu'on va redonner à tous nos équipiers et aux organismes communautaires. Mais c'est une manière pour nous de dire merci d'être là. Puis les équipiers, c'est vraiment l'élément clé qui fait notre succès. Puis c'est la personne contact avec le client. Donc, si l'entreprise va bien, c'est grandement grâce à eux. Puis les communautés qui nous accueillent, tout ça, c'est vraiment une belle journée qui fait plaisir à tout le monde. Est-ce que, bon, c'est la deuxième année, là, il n'y a pas encore la mesure de tendance, mais est-ce que la clientèle participe en disant, moi, là, je veux, je veux nous acheter de la Ouais, pizza, puis je veux que ça retourne aux employés, aux équipiers?
Vraiment. Puis si je peux dire, chaque équipier en restaurant, donc on a plus de 2000 équipiers à travers l'Est du Canada, là, donc dans les 3 provinces canadiennes, qui, eux, c'est totalement bénéfique pour eux que le monde vienne manger parce que 50% des ventes, ils vont l'avoir sous forme de bonus salarial. Donc, chaque équipier est comme un ambassadeur Salvatore à inviter tout son monde à venir manger. Puis chaque organisme communautaire aussi qui est choisi par région fait un peu la promotion de cette journée-là sur leurs réseaux sociaux pour dire si vous allez manger chez Salvatore le 7 février prochain, ben 50% des ventes vont être redistribuées sous forme de pizza gratuite à notre organisme. Donc, oui, c'est quand même une journée. L'année passée, ça, c'est la première fois. C'est dur de voir. C'était beaucoup plus achalandé qu'un mardi habituel. Donc, j'ai hâte de voir cette année aussi. Là, ça va ressembler à quoi, mais je pense que ça va être une grosse journée encore cette année. Ah, c'est des trucs que vous avez mis en place. Tu dis, bon, ça coûte tant, mais c'est un peu de votre faute, là. C'est vous autres qui avez Oui, mis ben ça en oui, je place. sais. Puis c'est ça. Puis nous, on coupe ailleurs. Puis on se dit, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Donc, ça nous fait plaisir. Plus ça marche, plus c'est le fun pour tout le monde. Puis c'est le fun de pouvoir redonner concrètement autant à la communauté qu'à les équipiers en restaurant. Euh, Rapidement, pour fermer, là, j'avais mis là, au niveau des médias sociaux, bon, vous êtes une entreprise, vous êtes des gestionnaires qui sont assez jeunes. Bon, tu as dû être élevé avec les médias sociaux dans les mains. Là. Ouais. Facebook est là depuis 2007, donc la Ouais. compréhension, mais ce que je disais, c'est que je parlais avec des gens, puis votre présence sur les médias sociaux est quand même assez impressionnante. Vous êtes, Ouais. tu sais, c'est assez Merci. chirurgical parce que il y a le côté, on voit les employés, on voit un peu des trucs qui sont promotionnels, on voit un peu des, comment je peux dire, des foleries, là, un peu que vous faites, mais euh, ça, est-ce que c'est un gros défi de rester régulier sur les médias sociaux et Ouais. de trouver des nouvelles idées puis de garder le monde attentif à ce que vous faites? Oui, je pense que c'est ça. Puis comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Bon, les principales, Facebook, TikTok, Instagram. Ben, ces 3 réseaux sociaux-là parlent à 3 clientèles différentes. Donc, Facebook étant un peu plus âgé, Instagram un peu plus féminin et TikTok étant très jeune. Donc, on se fait vraiment un devoir d'être sur les 3 plateformes. Puis nous, on voit vraiment ça comme de la publicité gratuite, de grossir notre communauté, notre audience. Ça fait que si on publie quelque chose, ben à chaque mois, en bout de ligne, nous, c'est 11,5 millions d'impressions qu'on a dans nos marchés. Puis c'est quelque chose pour lequel on n'a pas payé versus un circulaire que ça nous coûte tant de dollars du mille, puis on l'envoie à tant de portes. Puis c'est des gros, c'est quand même des gros budgets. Donc, de pouvoir créer organiquement de la publicité, puis que ça soit vu par autant de personnes, par différents créneaux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous différencie aussi de la clientèle. On est jeune, on est dynamique, donc on se fait un devoir d'être là-dessus. On fait aussi beaucoup affaire avec des créateurs de contenu sur toutes les plateformes. C'est pour la plupart des jeunes qui ont un côté humoristique ou un talent créatif vraiment très développé. Donc, c'est le fun aussi de travailler avec eux. Oui, puis c'est ça, parce que TikTok, c'est un peu difficile parce qu'il faut suivre les tendances, faut Ouais. pas trop être loin des tendances, faut être dedans parce que, bon, à cause du référencement naturel, là, Ouais. est-ce que c'est ça qui demande le plus de créativité? Euh, on a atteint récemment, là, durant le temps des fêtes, le 100 000 abonnés. Puis, comme je disais, parce que c'est directement dans ma cour, là, aux communications, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on est 3 à travailler là-dessus. Là. Il y a moi, puis il y a quelqu'un qui s'occupe des marchés francophones, quelqu'un qui s'occupe des marchés anglophones. Puis, on travaille vraiment en équipe. À chaque semaine, à chaque vendredi, on se fait une rencontre 30-40 minutes. Puis, tu sais, il y a encore une job le fun là, qu'on pourrait considérer parce que c'est d'aller sur TikTok puis de regarder ce qui se passe mais aussi d'aller sur les autres réseaux sociaux, je peux dire Instagram et tel créateur de contenu, on sait que c'est sa fête bientôt, ben c'est de vraiment être proactif et de savoir ce qui se passe, puis d'y envoyer de la pizza gratuite, puis là, elle parle de Pizza Salvatore à ses 200 000 abonnés, puis ça nous a rien coûté, tu sais, de vraiment être à l'affût, je pense que c'est payant pour nous. Puis oui, c'est ça, les créations de contenu sur TikTok, c'est quand même beaucoup de recherche. Puis avec le temps, on commence à comprendre ce qui nous captive notre auditoire, puis qui, au contraire, les intéressent moins. Donc, mais comme toutes les plateformes sociales, l'algorithme change en tout temps. Donc, C'est ça. c'est c'est
je pense que juste être présent, puis même si ça marche pas des fois, puis ça nous arrive souvent là, que des vidéos sont pas très, ils ont pas beaucoup de vues, mais on se dit bon ben écoute, le prochain, puis après ça t'en fais un autre, puis il est vu 3 millions de fois. Fait que c'est juste d'avoir de la constance, peut-être régulier. Ben, c'est comme aller à la pêche. Eh bien, Elisabeth, J'imagine. ça ferme pas mal la discussion. Tu sais, on a passé une quarantaine de minutes, peut-être Ouais. même une cinquantaine, je calcule plus. Bon. Mais hey, je te remercie pour ton temps. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pizza Salvatore pour 2023? Ben, je pense que c'est de continuer vraiment de s'assurer que chaque restaurant soit bien géré. Notre objectif là, avec toute l'équipe, toute la famille, c'est pas d'avoir X nombre de restaurants, mais de faire en sorte que chaque restaurant soit financièrement en santé. Puis ça se traduit par un bon service à la clientèle. Donc, c'est vraiment de focuser sur nos opérations puis de pas lâcher. C'est vraiment beaucoup de travail, mais on a la chance d'avoir une équipe qui est très motivée à nos côtés. Donc, ça se passe bien. Ben, je souhaite de la santé et du succès. Ça, pour Merci. l'année qui vient, les années à venir, puis un bon développement, puis une bonne entente entre les membres de la famille. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus Ouais, important. pour l'instant, ça va bien. Hey, merci encore. Un gros merci à vous.